Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je corrige l'examen d'entrée en médecine dentisterie de la session d'août 2022. En description de la vidéo, je mettrai l'intitulé de l'exercice et je mettrai, quand c'est possible, un lien vers une vidéo qui explique un peu plus en détail la matière. Si vous avez besoin d'un peu plus d'informations, vous les trouverez donc facilement via les liens hypertextes sous la vidéo. Première question, un automobiliste passe avec une vitesse de 72 km/h devant un policier installé sur sa moto à l'arrêt. La vitesse est limitée à 50 km/h. Le policier réagit immédiatement dès que la voiture est passée devant lui et se met en route en direction de celle-ci avec une accélération constante de 5 mètres par seconde au carré. Si la vitesse de la voiture reste constante pendant la poursuite, quelle distance aura parcouru le policier lorsqu'il rejoindra la voiture poursuivie ? Alors clairement ici on est dans le cadre d'un exercice de cinématique avec des MERU et des MERUA. Il y a deux possibilités principalement, soit vous êtes très fort en algèbre et vous prenez le choix des équations, soit vous préférez les graphiques et vous tracez des graphiques de tendance et vous en tirez des infos comme je vais vous le montrer juste après. Alors l'automobiliste passe avec une vitesse de 72 km/h, c'est 72 000 mètres en 3600 secondes, donc il suffit de faire 72 000 par 3600 ou 72 par 3,6, ça fait donc 20 mètres par seconde, devant un policier qui lui est à l'arrêt, donc la vitesse initiale du policier elle est nulle. Ceci, c'est la vitesse initiale de la voiture. Le policier réagit immédiatement, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps de réaction, donc c'est pas d'abord un MRU et puis un MRUA, c'est directement un MRUA avec une accélération qui vaut 5 mètres par seconde au carré, tandis que la vitesse de la voiture, elle reste constante, donc lui étant MRU, le conducteur de la voiture. Et on me demande quelle distance aura parcouru le policier lorsqu'il rejoindra la voiture poursuivie. Alors vous devez toujours avoir la situation en tête. Si je mettais un super long décamètre sur le sol, gradué en mètres, à l'instant de départ, à l'origine de mon repère, je place la voiture qui, elle, possède déjà une vitesse de 20 mètres par seconde, c'est donc sa vitesse quand je vais enclencher le chrono et commencer à étudier le mouvement, tandis que la voiture de police, elle est à l'arrêt et elle va prendre la route avec un MRUA, tandis que la voiture ici sera en MRU. Et on me demande quelle distance aura parcouru le policier lorsqu'il rejoint la voiture, puisque forcément, comme la voiture a déjà une vitesse, elle avance plus vite que le policier, sauf qu'elle avance à vitesse constante et le policier accélère, donc à un moment donné, donc ici au début, la voiture a une avance sur la police, à un instant T, et puis à un instant T ultérieur, la voiture de police qui accélère va pouvoir récupérer la position de la voiture de l'automobiliste. Et donc, ici, à cet instant-ci, la position de la voiture sera égale à la position de la moto de police. Et donc, si je choisis les équations, je vais pouvoir écrire l'équation de la position de la voiture. Ce sera la position initiale plus la vitesse initiale fois le temps. Il n'y a pas de terme à t carré sur 2 puisqu'on est en MRU. Tandis que la position de la police au cours du temps, ce sera sa position quand on commence à étudier le mouvement, donc quand on allume le chrono, plus sa vitesse de départ fois le temps, et forcément ce terme-ci est nul, plus l'accélération qui est constante fois le temps élevé au carré divisé par 2, c'est l'équation d'une parabole. Quand l'un rejoint l'autre, la position de l'un est égale à la position de l'autre, et donc j'exprime simplement ça mathématiquement. La position de l'un est donnée par 20t, la position de l'autre est donnée par 5t carré sur 2. On voit qu'on peut simplifier par t à gauche et à droite, et donc on aura t égale 2 fois 20, ça fait 40, divisé par 5, donc t est égal à 8 secondes. Donc les policiers rattrapent la voiture après 8 secondes. Sauf qu'on me demande la distance qui a été parcourue. Alors comme à cet instant-là, l'équation de l'une est égale à l'équation de l'autre, forcément je prends l'équation la plus simple et j'exprime qu'à cet instant-là, donc après 8 secondes, la position de l'un et de l'autre est donnée par 20 fois 8, c'est-à-dire 160 mètres. Et c'est donc bien la proposition D. Ça, c'est si vous êtes à l'aise avec l'algèbre. Maintenant, vous pouvez réfléchir avec les graphiques et c'est sur le graphique de la vitesse qu'on trouve toujours le plus d'informations. Parce que comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, quand on a le graphe de la vitesse, si on prend la pente, c'est-à-dire la dérivée, on trouve l'accélération, puisque c'est delta V sur delta T, tandis que si on prend l'air sous la courbe, alors on intègre et on trouve delta X, donc on trouve le déplacement. Alors ici, si je commence par la voiture de police, quand je commence à étudier le mouvement, la vitesse est nulle, et puis la vitesse va augmenter à un rythme de 5 mètres par seconde au carré, et vous savez que 5 mètres par seconde au carré, c'est
plus 5 mètres par seconde, puisqu'on est juste dans une accélération de MRUA. Donc chaque seconde, la vitesse de la voiture de police va augmenter de 5 mètres par seconde, et donc après 2 secondes, la vitesse vaut 10, après 4 secondes, elle vaut 20, après 6 secondes, elle vaut 30, et après 8 secondes, la vitesse vaut 40 mètres par seconde. Ça, c'est donc pour la voiture de police. Donc ça, c'est la police. Tandis que la voiture, donc l'automobiliste, lui, sa vitesse reste tout le temps égale à 20 mètres par seconde. Et on a dit que le déplacement, c'était l'air sous la courbe. Alors si je regarde pour l'automobiliste, pendant les 4 premières secondes, il a déjà parcouru un delta x qui est égal à 20 mètres par seconde fois 4 secondes, c'est-à-dire un delta x de 80 mètres. Tandis que si je regarde pour la voiture de police, elle, pendant ces 4 premières secondes, elle ne parcourt que la moitié de l'air, donc elle ne parcourt que 40 mètres. Donc elle a un retard de 40 mètres. Ce retard de 40 mètres, elle va pouvoir le récupérer assez facilement. Elle va le récupérer ici, parce que pendant les 4 secondes suivantes, comme la vitesse de la voiture de police dépasse celle de l'automobiliste, elle va parcourir plus de mètres pendant le même temps, et donc l'air sous la courbe de la police de la 4e seconde à la 8e seconde, c'est 80 mètres ici et 40 mètres ici, donc c'est 120 mètres, tandis que pendant ces 4 secondes, entre t est égal à 4 et t est égal à 8, l'automobiliste, lui, il ne parcourt que ce déplacement-ci, donc il ne parcourt que 80 mètres. Donc finalement, ici, l'air de l'un sera égal à l'air de l'autre après 8 secondes, puisqu'on aura 80 plus 80, ça fait 160 mètres pour l'automobiliste, et 80 plus 40 plus 40, ça fait bien 160 mètres pour le policier. Ça, c'est donc purement graphique. Vous pourriez quand même encore faire une technique qui est entre les deux, simplement vous dire de façon séparée, parce qu'ici on doit réfléchir sur tout le graphique, c'est peut-être un peu confus, vous dire que si vous prenez la voiture de la police au cours du temps, sa vitesse évolue comme ceci, donc d'abord on démarre à 0, et puis à un temps t, la vitesse de la police elle vaut 5 fois t, puisque dans un MRUA la vitesse après un certain temps, c'est la vitesse quand j'allume mon chrono plus l'accélération fois le temps, tandis que pour la vitesse de la voiture, qui elle reste constante, c'est toujours 20. Voilà, la vitesse reste toujours égale à 20. Et il faut se demander quand est-ce que cette aire-ci sera égale à cette aire-ci, puisqu'on veut le même déplacement. L'aire de la police, c'est l'intervalle de temps durant lequel la course se produit, donc c'est delta t, fois la hauteur qui vaut 5 fois l'intervalle de temps, divisé par 2, puisque c'est l'aire d'un triangle, et ici c'est la largeur du rectangle, 20 fois la longueur du rectangle, l'intervalle de temps durant lequel dure la poursuite. Alors delta t ou t ici c'est la même chose, puisque c'est la valeur de t moins 0. On voit qu'on peut simplifier par delta t ici, et delta t c'est donc 2 fois 20, ça fait 40, divisé par 5, on trouve les 8 secondes, et quand on a trouvé les 8 secondes, on prend une des deux aires, la plus simple, et donc on a le déplacement delta x, c'est 20 fois delta t, c'est 20 fois 8, ça fait 160 mètres. Voilà. Donc soit c'est purement algébrique, soit c'est purement graphique, soit si purement graphique, moi je trouve que c'est pas évident parce que les deux infos se superposent. Vous pouvez faire entre les deux et vous dire simplement qu'on attend que l'aire de l'un soit égal à l'aire de l'autre et l'exprimer de façon un peu plus mathématique. Donc voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, un avion vole en ligne droite à vitesse constante, donc on a un MRU. Dès que vous avez un MRU, vous devez penser au principe fondamental de la dynamique. Si on est en MRU, ça veut dire que la vitesse reste constante, autant d'un point de vue de la direction que d'un point de vue de la grandeur. Donc il n'y a pas de variation de vitesse au cours du temps, donc il n'y a pas d'accélération. Et s'il n'y a pas d'accélération, quelle que soit la masse que vous considérez, alors nécessairement, il faut que toutes les forces s'annulent, que la résultante des forces soit nulle. Le schéma indique deux forces appliquées à l'avion, le poids, donc la force gravifique, et la force motrice vers l'avant, qui vient de la poussée des réacteurs. Et on me demande de choisir une des 4 propositions. On me dit il manque la résistance de l'air qui est égale à la force motrice, et la portance qui est égale au poids. Il manque la résistance de l'air plus petite que la motrice qui lui est opposée. Il manque la portance de l'air plus grande que le poids de l'avion. Il
il manque les forces écrites comme au point A et B. Alors ici, il faut faire une étude des forces. On sait qu'il y a le poids, on sait qu'il y a la force motrice vers l'avant qui propulse l'avion, mais l'avion va entrer dans un fluide qui est l'air à grande vitesse, et donc il y a une grande force de frottement aérodynamique vers l'arrière. Et puis comme il y a une dépression sous l'avion, eh bien, il y a aussi la force de portance qui permet à l'avion de rester en l'air, qu'on appelle aussi la force de lift. Donc on a 4 forces, et ici c'est très simple, parce qu'elles agissent dans 2 directions parfaitement opposées, 2 à 2, et donc il faut que le lift soit égal au poids, et il faut que la force motrice soit égale à la force de frottement pour que la somme des forces soit nulle et que la vitesse de l'avion se conserve parfaitement. Donc c'est bien la proposition A. Question 3. Un randonneur laisse tomber une pierre dans un puits qui semble très profond. Le premier bruit de l'impact de la pierre sur le fond parvient à 4 secondes 25 après l'avoir lâché. Donc attention que ça c'est important, on lâche, ce qui veut donc dire que la vitesse initiale est nulle. Ensuite, les échos de ce bruit dans le puits se succèdent toutes les 0 secondes. Donc si on parle des échos, on parle de l'onde sonore. Sachant que le mouvement est une chute libre et que la vitesse du son est de 320 mètres par seconde, quelle est la profondeur du puits? Alors, il faut toujours avoir en tête l'énoncé dont on parle, faire un schéma, ça aide. Ici, la vitesse de départ, elle est nulle. On a d'abord une chute libre. Donc comme on a une chute libre, la distance parcourue, donc l'espace parcouru qui correspond à la profondeur du puits, égale V0 fois T, mais V0 est nul, plus A fois T carré sur 2, et A vaut 10, c'est l'accélération de la force pesanteur, donc delta X égale 10 T carré sur 2, delta X égale 5 T carré. Quand la pierre arrive dans le fond, forcément il y a le bruit de l'impact, et l'onde sonore va remonter. Et donc le son parvient ici, après un temps donc T qui est le temps de chute, et puis un temps T' qui est le temps nécessaire pour que le son remonte la profondeur du puits. Et puis après on parle d'écho, alors ça c'est dans vos cours de réto que vous avez l'information. Si vous avez étudié les modes sonores dans des colonnes d'air, pour comprendre le fonctionnement des instruments avant par exemple, eh bien votre prof de physique vous a sûrement expliqué que quand une onde sonore passe d'une géométrie à une autre, c'est un peu le principe de l'échographie aussi avec les ultrasons, quand on passe d'une géométrie à l'autre, eh bien il y a une réflexion partielle de l'onde sonore. Donc il y a une partie de l'onde sonore qui sort, et le petit gars qui a lancé son caillou entend, et puis il y a une partie de l'onde sonore qui redescend. Et donc l'onde sonore va redescendre, rencontrer une surface plane, être réfléchie, et remonter. Et ça c'est l'écho. Et les échos se succèdent à 0,5 secondes, ce qui veut dire que l'instant T', qui est l'instant nécessaire au temps pour descendre ou pour remonter, c'est un instant de la moitié de 0,5 secondes, c'est-à-dire 0,25 secondes. Ce qui veut donc dire que le temps de chute, lui, c'est 4 secondes. Et donc si le temps de chute est de 4 secondes, on a delta x égale 10 fois 4 élevé au carré divisé par 2, donc 4 au carré c'est 16, fois 10 ça fait 160 par 2, ça fait 80 mètres, c'est la profondeur du puits. Alors si vous n'avez pas compris cette subtilité du mélange de la chute libre avec l'onde sonore qui se déplace et que vous prenez 4 secondes 25 comme temps de chute, eh bien vous pouvez quand même y arriver parce que vous allez dire que delta x c'est 10 fois 4,25 élevé au carré divisé par 2, c'est-à-dire 5 fois 4 plus 1 quart élevé au carré, c'est-à-dire 5 fois 16 plus 1 16e plus le double produit, c'est-à-dire 2. Et donc ici vous allez avoir 16 plus 2, ça fait 18 fois 5, vous allez trouver 90, et puis vous allez trouver un petit peu plus à cause du 16e, hein. Donc vous allez trouver 90, quelque chose. Et la réponse la plus proche c'est 80. Donc même sans vraiment comprendre, il y a moyen de s'en sortir plus ou moins. Alors question 4, un archer utilise le même arc et la même force pour décocher 2 flèches identiques. La première est tirée à 60, la seconde à 45. Alors si vous avez étudié un peu le tir oblique, vous savez que 45 degrés, c'est l'air qui va rendre la portée maximale. Alors, que me demande-t-on? Quelle affirmation est la bonne parmi les suivantes? La première a un temps de vol plus long et atteint un point du sol plus éloigné que la seconde. C'est pas possible, parce que la portée est la plus grande à 45 degrés. La première a un temps de vol plus long, mais atteint un point du sol moins éloigné que la seconde. Ça, la portée de la première est forcément moins grande, donc ça c'est bon. La première a un temps de vol plus court, mais atteint un point du sol plus éloigné que la seconde, ça c'est faux, et les deux flèches ont le même temps de vol et atteignent le même point au sol, c'est faux. Alors, soit vous savez ça, et donc juste en sachant que la portée maximale elle est atteinte avec 45 degrés, vous pouvez répondre, soit vous réfléchissez à la physique du problème, et vous allez faire un
tir parabolique, comme ça. Donc c'est un mouvement à 2 dimensions, et vous savez que dans ces mouvements à 2 dimensions, c'est un MRU horizontal parce qu'il n'y a pas de force horizontale, et c'est un MRU-D suivi d'un MRU-A vertical, parce que verticalement il y a la force pesanteur qui agit tout au long du mouvement, et donc on a tout le temps une accélération de 10 mètres par seconde au carré vers le bas, qui vient du facteur gravifique. Alors, quelle est la différence avec l'angle initial? Eh bien la vitesse initiale, elle va me donner une composante horizontale de vitesse et une composante verticale de vitesse. Ici c'est l'angle alpha. En appliquant le sinus et le cosinus ici, sinus alpha c'est le côté opposé, c'est donc ce côté-ci, c'est-à-dire la grandeur de V0y sur l'hypoténuse qui vaut V0. Donc si j'écris sinus alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Et donc V0y c'est V0 fois sinus alpha, et forcément V0x ça sera donné par V0 fois cosinus alpha. Alors le temps de vol de quoi il dépend? Donc le temps durant lequel la flèche va rester en l'air, elle va dépendre de la valeur de V0. Plus V0y est grande et plus le temps de vol est important, parce que forcément on observe d'abord un MRU-D. V0y est en opposition avec l'accélération, donc la valeur de la vitesse verticale va diminuer progressivement jusque atteindre une vitesse nulle ici au sommet, et puis quand on dépasse le sommet, on va retrouver de nouveau une vitesse verticale qui évolue et qui devient de plus en plus grande vers le bas, puisqu'à ce moment-là la vitesse est dans le même sens que l'accélération, c'est donc un mouvement accéléré vers le bas. Donc plus V0y est grand, et plus le demi-temps de vol, le temps pour atteindre le sommet est élevé, et donc le temps pour atteindre le sommet, comme c'est parfaitement symétrique, c'est exactement le même temps que le temps pour revenir jusqu'au sol. Et donc forcément, si vous regardez un angle de 60 degrés ou un angle de 45 degrés avec la même vitesse de départ, il est bien évident que la composante verticale sera plus grande si l'angle est un angle plus grand également. Donc clairement, le temps de vol est plus long avec l'angle le plus élevé, avec l'angle de 60 degrés. Tandis que la portée, elle va dépendre à la fois du temps de vol et de la vitesse horizontale. Plus la vitesse horizontale est grande et plus le temps de vol est long, et plus la portée est grande. Alors, ici, comment peut-on le voir mathématiquement? Eh bien, la portée, comme on sait qu'horizontalement, on a un MRU. La portée, c'est donc le delta x, c'est donc V0x fois delta t, où delta t est le temps de vol. Et le temps de vol, si vous voulez comprendre la physique qui est derrière, le temps de vol, c'est donc 2 fois le temps nécessaire pour atteindre le sommet. Le temps nécessaire pour atteindre le sommet, c'est le temps après lequel la vitesse verticale s'annule. Dans un MRU1, la vitesse, donc ici verticale, puisque c'est un MRU1 vertical, la vitesse verticale est caractérisée par la vitesse initiale plus l'accélération, ici l'accélération elle est vers le bas, donc dans mon repère elle est négative, plus l'accélération fois le temps. Si je veux que cette vitesse soit nulle, alors elle le sera quand V0y sera égal à 10 fois t, c'est-à-dire quand t sera égal à V0y divisé par 10. Et V0y c'est V0 fois sinus alpha divisé par 10. Et donc, V0 fois sinus alpha divisé par 10, c'est le temps nécessaire pour atteindre le sommet. Le temps de vol, c'est donc 2 fois ce temps-ci. C'est donc V0 fois sinus alpha divisé par 5. Donc ça, c'est delta t. Et V0x, c'est V0 fois cos alpha. Donc on a ici V0 fois cos alpha fois V0 fois sinus alpha divisé par 5. Donc on peut dire que ça fait V0 au carré divisé par 5 fois cosinus alpha fois sinus alpha. Et donc la portée, elle dépend du produit des deux. Et si vous regardez avec les angles, si je prends 60 degrés, le facteur cosinus alpha fois sinus alpha, ça va me donner cosinus de 60, c'est un facteur 1,5, fois sinus de 60, c'est racine de 3 sur 2, donc ça va me donner racine de 3 sur 4, tandis qu'avec un angle de 45 degrés, cosinus alpha fois sinus alpha, c'est racine de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 2 quarts, 1,5, égale 1,5, ça fait 0,5, alors que ceci, c'est inférieur à 1,5. Donc la portée sera plus grande avec un angle de 45 degrés.
Donc si vous le saviez, vous pouvez directement répondre sans même faire de calcul. Si vous ne le savez pas, le développement est un petit peu plus long, mais il y a moyen d'y arriver. Exercice suivant, on lance une balle vers le bas. Attention, comme on la lance, on lui donne une vitesse initiale différente de 0. Elle rebondit sur le sol et les graphiques indiquent la vitesse de la balle en fonction du temps. Quel est le graphique compatible avec le mouvement de la balle? Ici, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il ne donne pas le repère dans lequel il travaille. Mais par contre, ce que vous pouvez comprendre directement, c'est que si on envoie une balle avec une vitesse initiale vers le bas, pendant sa chute libre, forcément la vitesse va augmenter. Donc on a une première étape durant laquelle la valeur absolue de la vitesse doit augmenter. Valeur absolue parce que si je prends un repère vers le bas, c'est une vitesse positive, mais si je prenais un repère vers le haut, ce serait une vitesse négative. Quoi qu'il en soit, la valeur absolue du vecteur vitesse doit augmenter. Quand on arrive au sol, eh bien, la vitesse va s'inverser. Ici, on ne le dit pas. On suppose donc que c'est une collision purement élastique, c'est-à-dire qu'on ne perd pas d'énergie dans la collision. Et donc, si on a une énergie cinétique vers le bas, on la récupère vers le haut. Donc, si on a un impact avec une certaine vitesse vers le bas, eh bien, on repart avec la même vitesse vers le haut. Donc, en fait, on va repartir... Donc quand on va arriver ici au sol avec une vitesse qui est plus grande que la vitesse de départ, juste après, quand la balle remonte, quand elle rebondit, elle repart exactement avec la même vitesse, mais dont le sens est inversé, et donc le signe est inversé aussi. Donc on va avoir, après l'augmentation de vitesse, une inversion de vitesse. Donc on avait une vitesse vers le bas, on la retrouve vers le haut. Et puis quand la vitesse va monter, l'accélération pesanteur étant vers le bas, on a une étape où la valeur absolue de la vitesse va diminuer, donc on freine. La vitesse atteint le sommet, la vitesse s'annule, donc on a une étape où la vitesse vaut 0, et puis elle va retomber, et on recommence avec la première étape où la vitesse absolue augmente. Alors, si vous regardez le premier graphique, la vitesse augmente, première étape, la vitesse s'inverse, deuxième étape, la vitesse diminue parce qu'on évolue vers v est égal à 0, troisième étape, et puis la vitesse augmente à nouveau, donc la vitesse s'annule, pardon, quatrième étape, et puis la vitesse augmente à nouveau, cinquième étape, donc ce graphique-ci convient. Pourquoi celui-ci ne convient pas? C'est très rapide, comme raisonnement, la première étape, votre vitesse est négative, ça veut dire qu'elle est, si j'ai pris un repère vers le haut, elle est vers le bas, ou si j'ai pris un repère vers le bas, c'est une vitesse vers le haut, et elle évolue vers 0, donc ici, en fait, on freine. La vitesse diminue, donc c'est pas compatible avec l'énoncé. Ici, ben, clairement, la vitesse diminue, c'est pas compatible avec l'énoncé. Ici, la vitesse diminue, c'est pas compatible avec l'énoncé. Donc uniquement en se basant sur la première étape, il y a moyen de comprendre l'évolution du graphique. Voilà, donc c'est celui-ci peut-être qui peut poser problème. Alors dans la question 6, une masse de 4 kg est suspendue dans le vide. Elle tracte une masse B initialement au repos sur une table et la met en mouvement. Il y a toute une série d'affirmations sur la force de tension dans la corde, sur l'accélération des masses et sur la force de frottement. Et donc la première chose à faire, c'est faire une étude de force. La première force à laquelle on pense pour chacune des masses, c'est la force gravifique. Celle-ci, on la connaît, on sait qu'elle vaut 40 newtons. Ensuite, qui touche la masse? Eh bien ici, il y a juste un fil tendu et donc juste une force de tension. Comme c'est un câble supposé sans masse, on imagine, puisqu'on ne nous dit pas l'inverse, le câble est partout tendu de la même façon et donc la force de tension est la même aux deux extrémités du câble. Et si on fait l'étude des forces sur la masse B, elle est soumise d'abord à son poids. On ne connaît pas la masse, donc on ne connaît pas le poids. Qui touche la masse? Bien la table, et donc il y a une réaction normale de la part de la table. Et puis, comme il y a un glissement vers la droite, il y a une force de frottement cinétique vers la gauche. Alors, est-ce que la tension dans la corde freine la chute de la masse A? Si j'observe juste la masse A, je vois qu'elle est soumise à deux forces, 40 newtons vers le bas et la tension vers le haut. Donc bien évidemment, si je coupais la corde et que la force de tension disparaissait, l'objet sera en chute libre avec une accélération de 10 mètres par seconde au carré, alors que dans ce cas-ci, la force de tension, aussi petite soit-elle, s'oppose au poids et donc communique bien évidemment une accélération à ce bloc qui sera inférieure à 10 mètres par seconde au carré. On pourrait d'ailleurs écrire ceci. Si je prenais un repère X dans le sens du mouvement, eh bien je pourrais écrire que moins la force de tension plus 40 communique à L2 à la masse A son accélération. Et donc on voit clairement que si la valeur de la force de tension augmente, alors la valeur de l'accélération diminue, c'est tout à fait logique. Donc ça c'est vrai.
Deuxième question, la tension dans la corde provoque une accélération de la masse B. Alors si j'observe la masse B et que je prends pour cette masse aussi un repère X dans le sens du mouvement, je pourrais dire que l'opposé de la force de frottement cinétique plus la force de tension, AL2, vont communiquer à la masse B une accélération. Et donc effectivement, la force de tension s'oppose à la force de frottement cinétique pour accélérer la masse B. Donc on pourrait dire que la tension provoque une accélération de la masse B. Maintenant, c'est plus exactement la différence entre la force de tension et la force de frottement cinétique qui va provoquer l'accélération ici de la masse B. Donc on peut supposer que ceci est correct. Troisième proposition, l'intensité de la tension dans la corde est indépendante de la valeur de la force de frottement. Alors, bon, là, clairement, c'est pas correct, parce que si la force de frottement augmente, donc si je regarde l'ensemble des deux masses, donc si je prends ici l'ensemble, ceci comme étant mon système, je peux dire que 40 newtons qui tirent vers le bas, moins la force de frottement cinétique qui tire vers l'arrière, peut communiquer à l'ensemble des deux masses son accélération. Et donc, on voit que si la force de frottement cinétique augmente, l'accélération diminue. Et si je me place sur la masse A, par exemple, si je reviens avec cette relation qui était écrite sur la masse A, on a dit 40 moins la force de tension communique à la masse A son accélération. Si l'accélération du système diminue, alors clairement, je vois que la force de tension, elle, augmente. Donc, plus le frottement est grand et plus la force de tension est grande également. Et donc ici, ce n'est pas indépendant, c'est dépendant. L'intensité de la tension dans la corde a une valeur de 40 newtons, alors attention, ici, ça c'est un piège dans lequel on tombe souvent. Quand on regarde uniquement la masse A, on a tendance à croire que ces deux forces-là sont les mêmes. Or, si c'était le cas, si la force de tension était égale à 40 newtons, alors la force résultante qui agit sur la masse A serait égale à 0. Et dans ce cas-là, il n'y a que deux possibilités. Soit la masse A est au repos, or on me dit ici qu'elle se met en mouvement, soit la masse A est en MRU. Alors là, il faut réfléchir un peu plus pour se rendre compte que ça n'est pas possible. Quand on commence l'expérience, on dit que la masse B est d'abord au repos. Si je fais l'étude de l'ensemble du système, je vois que c'est la force de 40 newtons qui tend à accélérer ce système en s'opposant à la force de frottement qui, dans un premier temps, est statique puisque le système est d'abord au repos. Et si le système se met en mouvement, alors c'est que 40 newtons est plus grand que la valeur maximale de la force de frottement statique. Vous pouvez aller revoir les vidéos que j'ai écrites à ce sujet-là. Et donc, comme par ailleurs on sait que la force de frottement cinétique est toujours plus petite que la force de frottement statique max, c'est toujours plus facile, par exemple, quand on déplace un meuble, c'est toujours plus facile de conserver le mouvement plutôt que de mettre le meuble en mouvement. Donc il faut d'abord pousser plus fort, et puis quand le meuble commence à avancer, on peut réduire la force pour conserver une vitesse constante. Donc la force de frottement cinétique étant plus petite que la force de frottement statique max, alors on peut en déduire que la force de frottement cinétique, qui est plus petite que la force de frottement statique max, qui est elle-même plus petite que 40 newtons, sera nécessairement plus petite que 40 newtons. Et donc si je reviens à l'étude des forces ici de l'ensemble du système, si la force de frottement cinétique est plus petite que 40 newtons, l'ensemble est accéléré vers le bas, et donc la tension ne peut pas valoir 40 newtons, sinon l'ensemble n'est pas accéléré, mais il est en MRU. Donc ceci c'est faux. Voilà donc pour la question 6. Question 7. Un cadre métallique est relié aux bornes d'un générateur de sorte qu'il est parcouru par un courant dont l'intensité est I, qui est symbolisé sur le schéma. Le cadre est plongé dans un champ magnétique uniforme dirigé de la gauche vers la droite, donc c'est le vecteur B qui est représenté ici. Si le courant circule comme ça, c'est donc qu'on a mis la borne positive du générateur ici, on envoie un courant là, le courant va passer là, 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 et repartir ici. Sur ces deux branches-ci, celle-ci et celle-ci, le courant est parallèle au champ magnétique, il n'y a donc pas de force de la place. Donc clairement c'est la force de la place dont il est question, puisque on plonge un fil parcouru par un courant électrique dans un champ magnétique. Donc sur cette branche-ci et sur cette branche-ci,
le champ étant parallèle au courant, il n'y a évidemment pas de force. Sur cette branche-ci, vous devez prendre la règle des 3 doigts de la main droite. L'index, donc il y a un truc, hein, vous savez, le pouce c'est la poussée, donc c'est la force. L'index c'est I, comme intensité du courant électrique. Et le majeur, c'est majeur, ça commence par ma comme magnétisme, donc ça représente le vecteur B. Vous devez donc, attention de ne pas faire tourner vos doigts. Vous prenez les 2 premiers doigts comme sur un fusil, et puis vous sortez le 3e doigt perpendiculaire au plan des 2 premiers. Et donc si je reprends mon énoncé, je dois mettre l'index vers le haut, je dois mettre le champ magnétique vers la droite, et je vois que le pouce s'enfonce dans l'écran. Donc ici, la force de la place est perpendiculaire au cadre, et elle s'enfonce vers l'arrière. Si vous recommencez le raisonnement sur la partie de droite, le champ magnétique ne change pas, mais l'intensité du courant change de sens. Donc clairement, mais vous pouvez refaire le truc avec les doigts de la main droite, le sens de la force change également. Et donc, le cadre, il va se mettre en mouvement autour d'un axe qui est celui-ci. La partie de droite sort de la feuille, la partie de gauche entre. Donc on a un mouvement qui se fait comme ça. Et donc le cadre pivote sur lui-même. Alors question 8, 3 lampes représentées dans le schéma ci-dessous sont identiques, les lampes sont considérées comme des résistances, donc je mets R1, R2, R3, mais je mets plutôt R tout court, puisque les résistances sont les mêmes. Donc si les lampes sont les mêmes, ce sont les résistances qui sont les mêmes. Attention dans ces exercices avec les ampoules, si on vous dit qu'elles brillent de la même façon, ou qu'elles brillent différemment, alors c'est à la puissance qu'on fait référence. Et vous savez que la puissance c'est U fois I, la tension fois l'intensité du courant, et vous connaissez la loi d'Ohm, et donc vous pourrez mélanger ces deux relations-là en fonction de l'énoncé dont il est question. Alors, je lis en vitesse les affirmations. L1 brille le moins fort. L'intensité du... Donc on me parle de la puissance. L'intensité du courant qui circule dans L2 est la même que celle qui circule dans L3. Donc on me parle de l'intensité du courant électrique. Et la différence de potentiel aux bornes de chaque lampe est la même. Donc on me parle de U. Alors ici on a un circuit assez simple, l'intensité qui part du générateur traverse la première lampe, arrive ici à un nœud et est séparée en 2 composantes. Et comme les 2 résistances sont les mêmes, les 2 composantes de courant ce sont les mêmes. On a la moitié du courant qui part dans cette branche-ci et l'autre moitié du courant qui part dans cette branche-là. Les 2 intensités demi se retrouvent ici pour recomposer le courant de départ. Et donc si on parle de la lampe qui brille plus ou moins fort, on parle en réalité de la puissance. Alors si on parle de la puissance de la première lampe, c'est U fois I, et U c'est R fois I, donc c'est R fois I carré, tandis que la puissance dans la seconde lampe, ce sera R, c'est la même chose, mais pas fois I demi élevé au carré, donc ce sera R fois I carré sur 4, idem pour la troisième lampe. Donc en fait, les 2 lampes P2, L2 et L3 brillent 4 fois moins fort que la lampe 1. Donc c'est la lampe 1 qui brille le plus fort. L'intensité du courant qui circule dans L2 est la même que celle qui circule dans L3. Entre L2 et L3, on a la même intensité I demi, donc ça c'est vrai. La différence de potentiel, on parle de U, aux bornes de chaque lampe est la même. Alors la différence au potentiel, on sait qu'elle est juste donnée par U égale R fois I, les 3 résistances sont les mêmes, mais dans L2 et L3 on a juste I demi, donc si dans la première résistance on a R fois I, dans la seconde résistance et dans la troisième on aura R fois I demi, donc les différences de potentiel aux bornes de R2 et de R3 sont 2 fois plus petites que la différence de potentiel aux bornes de R1. Et donc, la différence de potentiel n'est pas la même aux bornes de chaque lampe. Il n'y a donc que la proposition 2 qui est correcte et vous deviez répondre B. Question 9. Une onde progressive sinusoïdale se propage dans une corde vers la droite. Les graphiques de gauche et de droite présentent 2 photos d'un même segment de la corde à 2 instants proches, après 0 seconde et après 1/8 de seconde. Et on me demande d'évaluer la vitesse de l'onde. Alors je prends un point caractéristique de l'onde, par exemple le creux. À l'instant de la première photo, le creux de la corde est entre 3 et 3,5, un peu plus proche de 3 que de 3,5. Donc j'estime à 3,2 la position du creux de l'onde, donc cette énergie qui tire la corde vers le bas. Un peu plus tard, cette énergie qui tire la corde vers le bas, elle est arrivée ici. 4,5 est là, 5 est là, on est grosso modo au milieu des deux, mais donc je vais arrondir et je vais dire 4,7 puisque c'est une évaluation simplement. D'une photo à l'autre, l'intervalle de temps qui s'est écoulé, c'est 1/8 de seconde.
Et le creux de l'onde a progressé, a parcouru une distance de 4,7 moins 3,2, c'est-à-dire une distance de 1,5 m. Vous savez qu'une onde a une vitesse de propagation qu'on appelle encore une célérité constante pour autant qu'elle ne change pas de milieu. Ici, on reste dans la même corde. Et donc, on peut utiliser la règle de 3 au niveau de la vitesse et dire que la célérité de l'onde, ou sa vitesse de propagation, c'est le rapport entre delta x et delta t. Le creux de l'onde auquel on s'est intéressé a parcouru 1,50 m en 1/8 de seconde. Alors plus ou moins 1,50 m en 1/8 de seconde. Donc la célérité a comme ordre de grandeur 1,5 divisé par 1,8, donc 1,5 fois 8. Donc 8 plus la moitié de 8, 8 plus 4, ça fait 12. Et ce sont des mètres et des secondes. Donc la bonne proposition, c'est effectivement la proposition D. Question 10, on a encore un circuit électrique avec un courant issu du générateur. Ici, on a la valeur de la résistance. Toutes les résistances sont les mêmes. Donc, on a 4 résistances à gauche et 4 résistances à droite. Donc ici, on a encore I' qui part à gauche et I' qui part à droite. Ça, c'est un bloc de 4 ohms. Ça, c'est un bloc de 4 ohms. Et on me demande l'intensité qui part du générateur. On a 6 volts. Alors 6 volts, je sais que vous n'avez pas de bic de couleur, mais si vous réfléchissez, ça ici, ces points-ci sont à 6 volts. Et ces points-ci sont à 0 volts. Donc aux bornes des blocs de 4 ohms, on applique une différence de potentiel de 6 volts. Donc pour ce bloc-ci, si j'applique la loi d'Ohm, je vais trouver que l'intensité qui est envoyée dans ce bloc-là, c'est 6 volts aux bornes de 4 ohms. C'est 1,5 ampères. Même histoire pour ceci, on aura 1,5 ampères dans ce bloc-là. Et donc si on envoie 1,5 ampères dans le bloc de droite et dans le bloc de gauche, comme ici on a un nœud, ben forcément dans cette branche-ci, du générateur, on tire 3 ampères. Une autre façon de faire, c'est de se dire que j'ai ceci, avec un bloc ici de 4 ohms et un bloc ici de 4 ohms. On a donc deux résistances en parallèle de 4 ohms. Donc la résistance équivalente, c'est comme tout à l'heure, c'est la moitié de chacune des deux résistances, puisqu'on a deux résistances identiques en parallèle. La résistance équivalente, c'est 2 ohms. Et l'énergie du générateur, donc la tension électrique du générateur, c'est 6 volts. Donc le courant que ce générateur sera capable de pousser, c'est un courant de 3 ampères. Voilà une autre façon de faire. Question 11, vous avez 4 lentilles minces représentées sur les figures ci-dessous. Laquelle est convergente? Alors vous savez que quand vous avez une lentille convergente, quand vous envoyez une lumière vers la lentille convergente, au lieu de continuer son chemin en ligne droite, elle est tirée, elle converge vers bon, ici ce serait vers le foyer image, mais elle converge vers l'axe de la lentille. Tandis que si c'est une lentille divergente, quand vous envoyez de la lumière, au lieu de se rapprocher de l'axe, elle diverge. Elle ne continue bien sûr pas en ligne droite puisqu'il y a une réfraction dans le verre de la lentille. Elle s'écarte de l'axe de la lentille. Et donc si je prends le premier cas de figure, au lieu de continuer tout droit, cette lumière s'écarte de l'axe de la lentille, donc ça c'est une lentille divergente. Vous connaissez aussi le principe du retour inverse de la lumière, ça veut dire que si la lumière fait ça dans un sens, si je l'envoyais dans l'autre sens, elle ferait la même chose, et là clairement on voit que la lumière diverge, qu'elle s'écarte de l'axe de la lentille. Ici, cette lumière-ci, au lieu de continuer en ligne droite, se rapproche de l'axe de la lentille, donc ceci c'est une convergente. Ceci, si je continuais la lumière en ligne droite, je vois qu'en fait elle s'écarte. Si je prends le problème à l'envers, c'est encore plus évident. C'est clair que c'est une lentille divergente. Et celle-ci, c'est une lentille carrément bizarre. Ça ne correspond pas du tout à des schémas de lentilles. Donc, la seule lentille convergente du problème, c'est la lentille B. Question 12. Un skieur se trouve à l'arrêt. Attention, V est égal à 0. Quand il est au sommet d'une piste, on me donne l'altitude. Il entame la descente en se laissant glisser, donc il ne se donne pas de vitesse initiale. À quelle altitude, donc h égale point d'interrogation, se situe-t-il quand la vitesse vaudra 20 mètres par seconde? Alors clairement, vous avez une trajectoire avec
un premier point dont on a des informations sur la vitesse et l'altitude, et un second point pour lequel on vous donne des infos de vitesse mais pas d'altitude. Donc vous reconnaissez clairement un exercice de conservation d'énergie mécanique, puisque on ne considère pas de frottement, donc il n'y a pas de force dissipative, donc l'énergie mécanique se conserve. Donc sur toute la trajectoire, l'énergie mécanique sera constante. L'énergie mécanique, c'est toujours la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Quand le skieur est là-haut, il a une énergie potentielle gravifique qui est donnée par mgh. Je ne connais pas m. Je sais que g vaut 10 et que h vaut 2500. Donc on a 25 000 fois m. Il n'a pas de vitesse, donc son énergie cinétique qui est mv carré sur 2 est égale à 0. Donc ça, c'est ce qui se passe au point A. Quand il sera un peu plus loin en un point B, son énergie potentielle gravifique aura changé. Forcément, elle sera plus petite, mais on ne la connaît pas. On ne connaît pas M, on ne connaît pas H, on ne connaît pas H, pardon, mais on connaît G. Par contre, on sait que sa vitesse, ce sera 20 mètres par seconde, donc son énergie cinétique, ce sera m fois v au carré, c'est-à-dire 400, divisé par 2. Et comme l'énergie mécanique se conserve, ça veut dire que la somme de ces deux énergies ici doit être la même que la somme de ces deux énergies ici. Parfois, je montre à mes élèves des vases communicants. L'ensemble de l'eau dans les deux vases correspondra à l'énergie mécanique, et vous avez un vase dans lequel vous mettez l'énergie potentielle gravifique, l'autre dans lequel vous mettez l'énergie cinétique. Si en début de problème, comme ici, vous n'avez que de l'énergie potentielle gravifique, au fur et à mesure du problème, le poids va convertir un type d'énergie en un autre. Donc ce que vous perdez par ici, nécessairement, vous le gagnez par là. Donc la somme des deux paquets d'énergie doit rester constant. Donc ici, on a 25 000 fois m plus 0 est égal à 200 fois m plus 10m fois hb. Alors vous voyez que la masse intervient partout, donc on peut supprimer la masse. Et on se retrouve avec 25 000 moins 200, c'est-à-dire 24 800, égale 10 fois hb. Donc hb, c'est 2480, c'est donc la proposition D. Question 13. Un objet situé entre une lentille convergente et son foyer objet. L'image formée par la lentille est soit droite, soit renversée, soit réelle, soit virtuelle. Alors si vous avez un peu bossé vos lentilles, vous savez que la lentille convergente, quand on met une lentille convergente très proche d'un objet, par exemple très proche d'une lettre de son papier journal, ça devient une loupe. Et donc sur une loupe, l'image est virtuelle puisqu'on a l'impression qu'elle est au-delà du journal, donc on ne saurait pas aller la chercher sur un écran, et elle est droite puisque forcément si vous prenez la loupe, le journal ne s'inverse pas, vous pouvez laisser votre journal à l'endroit. Donc on sait clairement que c'est le cas de la loupe quand on est proche de la lentille, qu'on est entre le foyer et la lentille. Donc on peut répondre ceci, ou si vous ne le savez pas, ou si vous l'avez oublié parce que vous êtes stressé, vous savez que vous pouvez prendre deux rayons caractéristiques, celui qui arrive par exemple parallèlement et qui va alors être dévié vers le foyer, et puis l'autre, alors j'ai mis mon foyer un peu loin, voilà, et donc qui est dévié vers le foyer, et puis celle qui n'est pas déviée du tout parce qu'elle passe là. On voit que ces deux rayons-ci ne vont jamais se rencontrer, donc on doit continuer ceux-ci, et on voit qu'ils vont se rencontrer là, donc on aura une image plus grande, droite et virtuelle. Virtuelle parce que en réalité le rayon il fait ça, il vient là, il part par là, il part par ici, et les rayons ne viennent jamais ici. C'est mon cerveau qui, en observant ces deux rayons-ci, mon cerveau a l'impression qu'ils viennent de ce point-là, et donc mon cerveau reconstruit une image en ce point-ci. Mais ça, ce ne sont pas des rayons réels, donc c'est une image virtuelle. Je fais une petite vidéo sur les images réelles et virtuelles parce que c'est quelque chose qui n'est souvent pas très bien compris, et donc j'ai fait une vidéo avec un banc d'optique et des choses concrètes. Alors, question 14, c'est encore un peu d'électricité. La puissance dissipée par le circuit ci-dessous est de 125 watts. On a 3 résistances de 30 ohms en parallèle, on l'a déjà dit 2 fois aujourd'hui. C'est l'équivalent au tiers alors, donc à 10 ohms. On a alors 2 résistances de 10 ohms à la suite l'une de l'autre. Donc on a un paquet de 20 ohms. Donc ce générateur voit
une résistance de 20 ohms, et on me demande justement la valeur de la différence de potentiel aux bornes du générateur. On me parle de la puissance, P c'est U fois I, vous avez U égale R fois I à votre disposition. Ce qu'on ne vous donne pas comme info ici, on vous demande de trouver U et on vous donne P, et on vous donne R. Par contre, vous ne connaissez pas I, donc vous allez faire disparaître I de ces deux relations-ci en disant que I c'est U sur R, et en allant remplacer ce I-ci par U sur R, vous allez donc avoir P égale U fois U sur R, donc U fois U ça fait U carré sur R, et vous ce que vous cherchez c'est U, donc U carré ce sera P fois R, et U tout court ce sera la racine de P fois R. P vaut 125, la résistance que voit le générateur c'est une résistance de 20 ohms. Alors 125 fois 10 ça fait 1250 fois 2 ça fait 2500. Et 2500 c'est 25 fois 100 sous une racine carrée, donc ça fait 5 fois 10, ça fait 50, donc la réponse est de 50 volts. Alors, dans la question 15, les charges électriques ponctuelles sont fixées au sommet d'un carré de 10 cm de côté. Que doit valoir la charge grand Q pour que le champ électrique total au centre du carré soit horizontal? Alors là, la première chose à voir d'abord, c'est qu'on demande un champ électrique, on ne parle pas de force électrique. La valeur d'un champ électrique, elle est donnée par la constante électrique qui est la même pour tout le monde, multipliée par la valeur absolue de la charge électrique dont on est en train d'évaluer le champ électrique, divisé par la distance élevée au carré, et la distance élevée au carré, c'est la distance entre la charge pour laquelle on évalue le champ et le point P auquel on évalue ce champ en question. Et nous, on veut évaluer le champ électrique au centre du carré, ce qui veut donc dire qu'on sera à égale distance des 4 charges, puisqu'on est à égale distance des 4 sommets. Donc le facteur D ne sera pas un facteur déterminant dans la résolution de l'équation. On veut avoir un champ électrique total horizontal au centre du carré, champ électrique total puisque bien sûr, ce point P qui est le centre du carré est à proximité de 4 charges électriques qui vont chacune créer leur influence, c'est-à-dire chacune créer leur vecteur champ électrique. Et le champ électrique total ici au centre du carré sera donc la somme vectorielle des 4 vecteurs champ électrique. Alors, si je considère la première charge de 1 nanocoulomb, cette charge est positive. Pour trouver le sens du champ électrique généré au centre du carré, je dois imaginer une petite charge conventionnelle positive qui serait repoussée par le plus 1 nanocoulomb. Et donc cette charge de 1 nanocoulomb va créer un champ électrique d'intensité E et dont la direction est donnée comme ceci. L'intensité, ce sera donc 9 fois 10 exposant 9 fois 1 nanocoulomb divisé par la distance d élevée au carré qu'on pourrait calculer mais dont on n'a pas besoin puisque ces deux paramètres-ci vont être les mêmes pour les 4 charges aux 4 sommets du carré. Il n'y a que la valeur de la charge qui va changer. Alors, étant donné qu'on est dans un carré, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les angles sont des angles de 45 degrés et donc forcément ce champ électrique il va créer une composante verticale vers le bas qui a la même valeur que la composante horizontale vers la gauche. Donc je les dessine juste comme ça et je vais juste dire que ce sont les deux composantes du vecteur E. Si je regarde maintenant le champ électrique qui est généré par la charge de moins 1 nano, la petite charge conventionnelle positive est attirée cette fois par la charge négative et donc cette charge négative qui a en valeur absolue la même charge que l'autre va créer exactement le même champ électrique que la première charge. Et donc je vais créer un champ électrique comme ceci. Je peux venir directement le mettre au bout du premier. Donc je vais créer un champ électrique E comme ceci que j'additionne vectoriellement au premier champ électrique rouge. Et donc je vais ajouter une composante ici vers le bas et une composante ici vers la gauche. Ensuite, on a la charge de 2 nanocoulomb. Forcément, si c'est 2 nanocoulomb, ça va donc générer un champ électrique 2 fois plus intense que le champ rouge ou que le champ bleu. Donc attention avec le champ bleu. Ici, je dois supprimer ce petit morceau aussi, voilà, puisque je suis déjà allé le mettre au bout du champ rouge. Donc la charge de 2 nanocoulomb va créer un champ 2 fois plus intense, c'est-à-dire qu'elle seule, elle va créer la même influence que les deux charges ici combinées. Donc je dois dessiner un vecteur E 2 fois plus intense, qui est comme ceci, et qui va donc créer une composante horizontale qui vaut déjà 2 fois les composantes horizontales des autres vecteurs.
et idem pour les composantes verticales. Et donc si je regarde ce que j'ai pour l'instant, j'ai 2 composantes horizontales vers la droite, 2 composantes horizontales vers la gauche. Donc pour l'instant, il n'y a pas de champ électrique résultant horizontalement, tandis que verticalement, j'ai 4 composantes qui tirent vers le bas, puisqu'on a la rouge, la bleue et puis la verte qui est 2 fois plus intense, donc 4 composantes qui tirent vers le bas. Et comme on veut un champ électrique résultant parfaitement horizontal, je vais devoir annuler ces 4 composantes verticales vers le bas en ajoutant 4 vers le haut. Donc 1, 2, 3, 4. Ce qui veut dire que je vais devoir ajouter une composante verticale de champ électrique qui a cette valeur-ci. Et comme on va bien sûr, ce champ électrique qui va être généré par cette charge-ci, qui sera une charge positive, pour repousser cette petite charge conventionnelle et générer un champ électrique dans cette direction-ci. Et forcément, comme on est avec des angles de 45 degrés, cette composante-ci aura la même valeur que celle-ci. Donc là, on aura 1, 2, 3, 4. Et donc, le champ électrique que je vais générer, c'est ce vecteur-ci, avec la charge plus Q qui est ici. Et forcément, si une petite charge de 1 nanocoulomb crée une petite composante horizontale de plus d'une unité et une petite composante verticale d'une unité, si ici je veux, avec une distance qui est identique et une charge Q, créer une composante verticale de 4 unités et une composante horizontale de 4 unités, bien sûr, c'est la charge de 4 nanocoulomb que je dois choisir. Et donc le vecteur résultant, les 4 unités ici vont annuler les 4 unités ici, et on aura 2 unités vers la droite qui annulent les 2 unités ici vers la gauche, et le champ résultant, ce seront les 4 unités qui sont là. Donc ça, c'est le vecteur E total. Voilà pour l'exercice 15. Voilà, c'était donc la dernière question de l'examen d'entrée d'août 2022. Si je n'ai pas été clair sur une question ou l'autre, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Bon courage à tout le monde pour la préparation du concours cette fois. Vous n'avez plus qu'une chance. Essayez de vous préparer au mieux. Essayez d'y aller les plus sereins possible. Mais surtout, comprenez ce que vous faites dans chacune de vos branches. Si vous comprenez, normalement, vous irez loin. N'essayez pas juste de bachoter parce que sinon, les problèmes, ils arriveront en première bac, c'est évident. Voilà. Bon courage à tout le monde. Portez-vous bien. À bientôt.